la prochaine session, donc j'appellerai aussi tout à l'heure Fabrice, qui va nous illustrer de façon concrète ce que je vais vous présenter maintenant, à savoir donc l'intégration, merci Corinne, entre le PLM et puis la partie ERP. Donc on a parlé d'un certain nombre de challenges que doivent adresser les entreprises. Je vais tous les afficher d'un coup, parce que ce qui est intéressant de noter, vous en conviendrez avec moi, c'est que la sustainability, ou donc le développement durable dont on vient de parler, et la compliance, le respect d'un certain nombre de normes, finalement va avoir un impact sur pratiquement tous les domaines qui sont du haut. Je prends juste l'exemple très rapide de la smartification dont on parle en haut, c'est toute l'intelligence qu'on va mettre de plus en plus dans les produits qui deviennent plus seulement mécaniques, mais qui contiennent de plus en plus de l'électronique, de l'électricité, etc. Typiquement, dans un véhicule moderne aujourd'hui, que ce soit de diesel ou essence, il y a à peu près 16% de la valeur du véhicule qui est représentée par les semi-conducteurs. Dans un véhicule électrique, ça représente 35%. Quand on sait aujourd'hui la tension qu'il peut y avoir sur le marché sur ces produits-là, et puis la consommation un véhicule électrique, c'est très vertueux, mais pour le coup, il va consommer beaucoup d'autres choses de façon différente que le véhicule électrique. Donc cette étude qu'on a faite juste avant, et cette réflexion amenée par le développement durable, va avoir un impact justement sur ces fameuses tendances. C'est pareil au niveau de l'individualisation, où on a de plus en plus tendance à demander des produits qui nous concernent directement, et avoir cette individualisation des produits. C'est vrai aussi pour les véhicules, puisque vous pouvez les configurer pratiquement... je prends juste un exemple, Harley-Davidson, vous pouvez très bien rentrer dans la concession, acheter un modèle et le customiser pour qu'il soit strictement différent du modèle d'à côté. Vous pouvez sortir avec un véhicule qui ressemblera à aucun autre. Tellement les configurations peuvent être différentes. Globalisation, on est en plein dedans. C'était justement jusque-là possible de pouvoir travailler tout au long de la planète, mais on voit avec les tensions qu'on a aujourd'hui sur les appros et puis les difficultés qu'ont amené le Covid, que c'est aussi le retour en arrière, peut-être vertueux, vers une relocalisation de la production. Donc ça amène justement les deux sujets derrière, cette transformation vers la transformation durable. C'est des modèles disruptifs que sont en train d'amener un certain nombre de gens. Je prends juste un exemple. Michelin, qui produit des pneus, numéro 1 mondial du pneu, prévoit dans les années prochaine, de 30% de son business proviendra de d'autres domaines que la fabrication du pneu. Et donc ils investissent énormément dans des startups qui n'ont rien à voir. Ils font maintenant des voiles. Je ne sais pas si vous avez vu les informations il y a quelques temps là-dessus, des voiles gonflables qu'on va mettre sur les cargos pour limiter la consommation, etc. Donc ce sont des domaines qui sont complètement nouveaux pour eux, sur lesquels ils vont vraiment à fond. Et ça amène évidemment, comme je viens de l'illustrer aussi, énormément d'innovation. Donc toutes ces challenges-là sont adressés par un système d'information, comme on a parlé tout à l'heure, et qui va être principalement s'appuyer sur deux principaux axes, qui sont donc le PLM, ou la gestion du cycle de vie de mon produit, et le RP. Alors pour aller très vite, qu'est-ce que c'est que le PLM, qu'est-ce que c'est que le RP ? Dans le PLM, finalement, là aussi pour donner une définition extrêmement rapide, c'est la propriété intellectuelle de votre entreprise, la matière grise, qui est transformée dans une maquette numérique que je vais pouvoir simuler dans ses cas d'usage et dans ses cas de production, pour lorsque je la lance en production, j'ai bon du premier coup, sur la prod et sur le service. Donc je me pose la question de qu'est-ce que je dois faire, quel est le produit que je dois mettre au point, comment je vais le fabriquer et où je vais le fabriquer. Et puis derrière, donc la partie ERP, je suis plus dans un environnement transactionnel où je reçois des commandes du client et je vais les lancer. Je reçois quoi ? Je reçois une référence, une quantité et un délai. Et c'est ça que je vais gérer derrière. Je vais lancer la prod et puis Et donc l'accostage entre ces deux mondes est variable, je dirais, en fonction de la typologie dans les industries dans lesquelles vous pouvez vous trouver. Mais aujourd'hui, la communication qu'on met entre ces deux domaines, à tous les coups, elle est très souvent faite par des fichiers CSV, où on va extraire de l'information d'un truc, et je vais le publier dans l'autre. Ça, c'est au mieux. Sinon, ce qu'on fait toujours, c'est que je me tape tout à la mano. Je reçois des informations de l'ingénierie qui m'a donné un cahier des charges que je dois acheter au niveau des achats, et ben je vais retaper tout le dossier dans mon ERP pour pouvoir... Et donc, je produis des données manuelles, donc c'est source d'erreurs, etc., etc. Et c'est consommateur. C'est aussi difficile d'affecter des priorités entre ces deux domaines. Qui est le menant, qui est le mené
et à quel moment. Et souvent, ça engendre pas mal de difficultés. J'aime bien citer, notamment quand on parle de la planification acoustique. Et souvent, à l'atelier, c'est celui qui gueule le plus fort qui a raison. Et c'est encore assez souvent le cas dans les entreprises. Donc, il y a un certain nombre d'études qui ont été faites, notamment celle de Simdata, qui montrent évidemment un retour sur investissement très fort, pour éviter tout ce que j'ai vu, ce qu'on a vu juste avant, lorsque je vais mettre en place une liaison pérenne entre mon PLM et l'ERP. Mais faire une intégration, si je fais une intégration au niveau des données, nous, côté Keo et Zenith, on considère que ce n'est pas suffisant. On ne va pas faire une intégration de point à point et transférer des datas d'un domaine à un autre. Ce qui est important pour une entreprise, c'est de maîtriser ses process. Et quels que soient les flux qui vont transférer, ce qui est important, c'est de piloter un process de A à Z. Pour justement donc, permettre à chaque utilisateur de rester dans son domaine de compétences. On ne va pas demander aux gens du bureau d'études d'utiliser SAP ou un ERP, et on ne va pas demander aux gens des appros ou de la logistique d'utiliser la 3D Experience. Donc chacun reste dans son domaine et on lui emmène l'information où il vient la chercher via ces différents moyens d'intégration. Et donc là, pour illustrer le cas avec SAP, si on prend un cycle de vie complet d'un produit, des requirements, enfin des exigences initiales de mon produit jusqu'à son maintien en conditions opérationnelles, on voit justement qu'il y a des zones de recouvrement entre les deux systèmes. C'est pour ça que le code couleur qu'on voit à l'écran, il est volontaire. À tous les niveaux, il y a des échanges qui sont possibles. Et bien justement, donc c'est ce que met au point aujourd'hui et ce que propose Zenith et Keonis, c'est une offre qui s'appelle Smart PLM qui va permettre de connecter, de synchroniser ces flux entre le PLM et le RP et entre le RP et le PLM. On ne va pas forcément dans un sens, on va dans les deux sens. Et ça, aussi bien sur les plateformes cloud que sur les plateformes on-premise. Donc je peux mixer tous les environnements possibles au travers de cette solution. Alors, juste un use case, un cas d'emploi de cette intégration qui est, à mon avis, le plus prégnant dans ces environnements-là, c'est la gestion. Alors, on appelle ça en anglais le change management, mais dans nos langages bureau d'études, c'est plutôt la gestion des modifs, des modifications. Les modifications, elles arrivent à n'importe quel moment. Aussi bien mes exigences clients qui changent, et quel est l'impact de ces changements des exigences clients au niveau de mes achats. Si je demande à mes achats d'acheter des roulements de ce type, et entre-temps, au bureau d'études, ils ont changé la référence du roulement, je vais me retrouver avec un stock de roulement qu'il va falloir que je consomme avant de pouvoir passer à la version optimisée que le bureau d'études a mis au point. Et inversement, quand je suis en stade dans le RP, je suis à la prod, je suis à l'atelier ou en service, et je constate un problème, je remonte l'information, mais jusqu'où je remonte l'information ? Ça se trouve, ça va modifier les parts, voire même, ça va modifier les exigences du client. Donc je dois avoir on appelle ça des what-if scénarios, qu'est-ce qui se passe, ou des analyses d'impact, que ce soit au niveau de l'ERP ou que ce soit au niveau du PLM. Donc ça, c'est les process de change management, et c'est pas la peine de pousser trop loin pour comprendre qu'il y a des avantages majeurs à mettre en place ce genre de cycle, et que ce process transverse, de le maîtriser end-to-end, comme on dit, du début jusqu'à la fin, et dans les deux sens. Alors, pour ça, c'est pas si simple que ça, puisqu'en fait, dans chacun des systèmes, que ce soit le PLM ou le RP, il y a un vocabulaire qui est utilisé, il y a une grammaire, il y a des syntaxes qui sont existantes dans ces deux domaines, et l'objectif ici est donc de les synchroniser, de les faire se comprendre. C'est comme si on mettait au point un traducteur automatique, ou une traduction simultanée, qui non seulement va permettre de comprendre quel est le type d'information que je vais pouvoir échanger, mais typiquement ici, mettre au point ces process dont je parle tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est qu'un engineering change order dans le PLM, change request, change action, et comment ça se traduit lorsque je prolonge mon process dans le monde de l'ERP et réciproquement. Donc et c'est pas seulement ça, mais l'intégration, la synchronisation que je dois faire doit se passer aussi au niveau d'un certain nombre de règles, notamment à quel moment j'ouvre le canal de communication entre les deux systèmes. Est-ce que je le fais de manière synchrone? Est-ce que je le fais de manière asynchrone? Sur quel flux? Est-ce que je fais des batchs de transfert d'informations? Est-ce que je fais des piles? Et c'est le premier qui lance la requête qui est exécutée. Tout ce qui est aussi PIEDO, donc le People et Organization, qui a le droit de faire ça? À quel moment? Et le flux de données qui traverse dans un sens ou dans l'autre, de quel type il est? Est-ce que les données doivent être transformées, modifiées, concaténées pour aller d'un système à l'autre? Donc on va se poser toutes ces questions-là, et en fait c'est ce que fait le connecteur par défaut.
Donc cette offre, elle se compose d'une offre logicielle, donc de connecteurs qui sont mis au point par la société Cenit pour la société SAP. Donc les connecteurs que l'on voit en haut à gauche sont au catalogue de SAP. Et sur cette base-là, donc, on va pouvoir... Généralement, il faut quand même comprendre dans quel contexte on arrive, chaque société étant potentiellement différente l'une de l'autre. On fait ce qu'on appelle un digital assessment. Donc on va venir voir avec vous comment vous travaillez aujourd'hui et comment vous voudriez travailler demain. Et pour mettre... On a l'habitude de dire chez Cenit Keonis, c'est think big, start small, mais start now. Et justement, au travers de l'offre Ready2, qui sont des best practices, on va pouvoir mettre le pied à l'étrier au client et progressivement mettre au point ces échanges dont je parlais tout à l'heure. Et lorsqu'on n'a pas forcément, tout le monde n'a pas SAP dans la salle, et donc on a la possibilité aussi d'intégrer d'autres environnements, que ce soit des environnements ERP, mais aussi des CRM. On a déjà fait les intégrations avec des outils comme Salesforce, etc. Donc via ce qu'on appelle des BPI. Alors cette offre, ces fameuses best practices, elles sont au nombre de 5. Je les affiche vite. Et c'est une offre modulaire qui se complète. Par contre, il y a toujours un prérequis, c'est le premier, Ready to Connect, dans lequel je vais mettre au point donc, l'interface au niveau le plus représentatif de la synchronisation entre ces deux plateformes. Donc la base, on va dire. Et puis progressivement, je peux enrichir donc, ces échanges entre les deux plateformes via le deuxième offre, où je vais introduire justement ces process de change management ou de product release management. Et puis je monte en complexité, où là je vais introduire les variantes et les parties configuration, gestion de conf. Et là aussi, je peux aussi rajouter les aspects manufacturing. À quel endroit j'accoste mon PLM et mon ERP? Est-ce que je fais ma MBOM dans l'ERP, auquel cas j'échange les données d'ingénierie en amont? Est-ce que je fais la MBOM dans mon PLM, puis les routines, enfin les gammes de fabrication d'assemblage dans le PLM, et à ce moment-là, la connexion se fait dans l'ERP à ce moment-là. Donc c'est tout ça qu'on va définir. Et le dernier point, c'est surtout ce qui est gestion des coûts, où là c'est plutôt un flux descendant. Je vais récupérer toutes les informations coûts qui peuvent être contenues dans l'ERP vers le PLM. Et donc j'appelle maintenant Fabrice, qui va nous illustrer ça de façon extrêmement concrète. Merci Franck, je pense que tu peux prendre quelques minutes de repos maintenant. Bonjour à tous, donc moi c'est Fabrice Genéron, donc je suis ingénieur avant-vente et consultant PLM chez Keonis. Et donc effectivement je vais essayer de vous donner une petite présentation technique de la solution Smart PLM. Donc pour cette session qu'on a intitulée Développement durable et continuité numérique avec Smart PLM, notre objectif c'est de pouvoir vous montrer comment notre solution, solution d'intégration entre SAP et la plateforme 3D Experience, va permettre de pouvoir vous supporter dans vos processus de développement de nouveaux produits, tout en vous conformant aux nouvelles directives, normes européennes, qui sont bien souvent des contraintes pour le bureau d'études. Okay. Donc à titre d'exemple, on est parti aussi sur la directive RoHS, donc la directive de la Commission européenne concernant les substances à caractère dangereux pour les composants électriques, électroniques, y compris pour les composants mécaniques en termes de matière cœur et matériaux de finition. Donc j'ai préparé une présentation avec un synopsis. On va voir que ce synopsis est composé de 6 étapes. Donc dans un premier temps, l'objectif de la première étape sera de venir prendre rapidement connaissance de la directive RoHS et des différentes substances à caractère dangereux. À partir de ces informations, notre collègue au niveau service SAP va pouvoir venir identifier au niveau de SAP les différents composants justement qui sont potentiellement dangereux. Okay. On verra justement que ce connecteur Smart PLM a pour vocation de venir pousser des informations qui sont des fois pas gérées dans le PLM mais plutôt dans le ERP pour pouvoir les retrouver au niveau plateforme 3D Experience. Okay.
À partir du moment qu'on a réussi à obtenir les informations dans la plateforme, c'est tout bénéfique pour les directeurs du bureau d'études, puisqu'on va pouvoir les exploiter et s'en servir pour dresser certains KPI. Donc ça, c'est le but de l'étape numéro 3, c'est de pouvoir utiliser la technologie 3D Dashboard pour pouvoir révéler des métriques et surtout pour pouvoir donner des moyens aux directeurs bureau d'études de prendre des décisions avérées. On fera un focus en étape numéro 4 sur un exemple de produit, donc un train à vent de suspension automobile, sur lequel on verra des composants qui ont été flagués comme non respectueux de l'environnement. Okay. Alors, grâce à la plateforme 3D Experience, nous avons beaucoup de fonctionnalités standards dans la plateforme qui permettent justement de pouvoir venir filtrer les données de vos produits. Okay. Ce qui a pour conséquence et résultante de pouvoir donner, encore une fois de plus, des moyens aux différents collaborateurs qui travaillent autour de la définition de nouveaux produits, de pouvoir porter leur attention sur des éléments précis. Et enfin, on verra dans un autre exemple que, effectivement, quand on parle de synchronisation entre SAP et la plateforme 3D Experience, on flague quelque part des composants qui sont à ne pas réutiliser dans de nouvelles études. Donc, dans ce scénario, on verra à un moment donné que certaines données initialement validées ont été mises en obsolète en automatique grâce à notre connecteur pour pouvoir venir éviter de réutiliser les composants dans de nouvelles études et surtout de pouvoir prendre des décisions comme enclencher des processus de modification pour pouvoir mettre à jour nos maquettes numériques. Alors, on va passer à l'étape numéro 1 de ce scénario. Okay, donc, prise de connaissance de la directive EuroHS. Donc là, on est dans la technologie 3D Dashboard de la plateforme 3DX. Donc, on est capable, bien sûr, sous forme de widget, de pouvoir intégrer de la documentation. Donc, on est parti sur la documentation EuroHS qui est accessible directement sur Internet. Et puis, on en a fait un extrait pour voir effectivement qu'on a certains composants comme le plomb, le cadmium, le chrome, CR6+, qui sont des substances à éviter quelque part dans nos nouveaux composants pour être plus respectueux de l'environnement. Okay. Étape numéro 2, donc sur la base de ces informations, sur ces substances interdites, notre collègue SAP va pouvoir utiliser directement son interface graphique pour pouvoir faire de la recherche d'informations. Ici, on est par exemple sur la recherche de Material Master dans SAP, sur lequel on va venir voir un certain nombre de lignes de nomenclature. Okay. Et on va pouvoir naviguer dans cette interface-là afin de pouvoir charger en session SAP certaines informations telles que les formats dérivés. Je disais tout à l'heure qu'on est capable de synchroniser les informations dans les deux sens, on est capable donc de pousser des formats dérivés de la plateforme vers SAP, ce qui permet aux utilisateurs SAP qui n'ont pas nécessairement accès à la plateforme de pouvoir visualiser en 3D le produit. Ici, on est maintenant sur la recherche de la nomenclature au complet dans SAP. Donc, on voit toute la liste des constituants avec les métadonnées et les propriétés qui leur sont associées. Et on voit qu'on est capable d'avoir des informations à terme à vocation d'environnement. Et on va pouvoir, sous forme de booléen, dans ce scénario, venir flaguer quelques composants de cette définition de produit comme non réutilisables. Okay. Alors bien sûr, SAP permet de faire beaucoup de choses, et notamment de pouvoir faire aussi des KPI sur des notions de revenus et de coûts. Une fois qu'on a fait ce travail d'identifiant sur la plateforme, sur SAP, on retrouve en automatique ces informations dans le PLM. Alors, si on les retrouve en automatique, on est capable de les exploiter. Okay. On enrichit le PLM et on va pouvoir dresser des KPI. Ici, par exemple, on voit une tendance à venir tendre vers le 100% respect vis-à-vis des directives, EuroHS et ISO, en l'occurrence, dans cet exemple-là. Alors bien sûr, on a dans notre entreprise, dans vos entreprises, peut-être différents portefeuilles de produits, différentes gammes de produits. Donc on va pouvoir aussi porter cette analyse parmi mes produits associés à l'aéro, comment je suis positionné vis-à-vis de l'exploitation et l'utilisation de composants non respectueux de l'environnement.
Ici, on voit aussi un autre exemple de tendance à venir éliminer, sur un assemblage en particulier, la proportion de composants à risque. Puis enfin, comme disait tout à l'heure Franck, on est capable de voir aussi en lecture seule des informations qui nous proviennent directement de SAP, comme ces notions de SAP Material Master au niveau de stock et de consommation par semaine. À présent, on va passer à l'étape numéro 4 qui consiste à se focaliser justement sur un assemblage en question, donc une définition de produit. Donc on voit donc, dans la plateforme qu'on a différents widgets qui nous permettent de révéler des informations concernant cette définition de produit. On voit sur la partie de droite notamment tout ce qui est visualisation 3D de notre assemblage. Et sur la partie de gauche, toute la partie arborescence de définition de produits d'ingénierie telle que dessinée. Alors bien sûr, on est dans la plateforme, donc on a des informations PLM de base, telles que la révision des composants, l'état de maturité, est-ce qu'on est en cours d'étude, en industrialisation, ou est-ce qu'on est sur des composants validés. Mais on va retrouver les éléments, les informations qui ont été poussées automatiquement depuis SAP vers la plateforme, donc notamment le SAP Material Master, et puis ce fameux booléen qui permet de savoir si on est en compliance avec les diverses directives et normes qui nous contraignent. Okay. Alors on va pouvoir venir, bien sûr, faire la sélection avec ce qu'on appelle donc du highlighting bidirectionnel. Okay. Et puis à un moment donné, on va pouvoir tout simplement visualiser l'entier des propriétés qui sont associées à ma sélection que je viens de réaliser sur la partie de gauche. Okay. Donc là, à titre d'exemple, on va prendre le ressort. On voit qu'on retrouve toutes les propriétés donc standards, y compris en bas les propriétés qui ont été poussées depuis SAP, telles que, encore une fois de plus, le SAP Material Master, et puis ce booléen qui permet de savoir si ce composant est en compliance avec nos directives et nos normes environnementales. Alors, technologie des tags dans la plateforme, superbe technologie, qui permet de pouvoir venir affiner nos recherches et révéler de l'information complémentaire vis-à-vis de ce qui est actuellement affiché à l'écran. Donc là, on voit par exemple, si je prends l'état de maturité, que parmi tous ces composants qui constituent ma nomenclature, certains sont validés, certains sont en cours d'études, d'autres qui sont déjà en cours d'industrialisation, etc. Et on a cette mécanique de superposition de codes de couleurs qui permet, sur la partie de droite, de voir visuellement tout de suite les éléments qui correspondent à notre état de maturité. Alors, même punition avec l'autre tag qui permet de voir notamment si les composants sont respectueux de l'environnement. Ici, on est capable de venir afficher sous forme de graphique et de voir la répartition. À titre d'exemple, ici, on voit que 20% des constituants de cette définition de produit ne sont pas en respect avec les directives environnementales. Donc, je le rappelle, information poussée par SAP dans la plateforme. Okay. Mais on peut aller plus loin. On va pouvoir venir filtrer les données de produits grâce à ces informations. Donc là, vous voyez, sur la partie de gauche, je vais venir faire une sélection. Je veux voir tout ce qui n'est pas respectueux de l'environnement. Ça a pour conséquence de venir faire un filtre dynamique sur l'arborescence donc produit. Et sur la visionneuse 3D, on voit effectivement qu'on récupère uniquement les composants de ma maquette NUM qui ne sont pas respectueux de l'environnement. Okay. Alors bien sûr, on parle ici de filtre dynamique, mais on est capable aussi de venir faire des filtres permanents. On va les construire une bonne fois pour toutes, et on va pouvoir les réappliquer au fil du temps dans notre processus de développement de nouveaux produits, pour voir un petit peu l'évolution et la répartition justement de ces composants. Alors ici, pour pouvoir faire cet exercice, on va réafficher la nomenclature au complet, puis on va venir appeler notre palette de filtres. Okay. Et cette palette de filtres, bien sûr, la plateforme propose différentes manières de construire un filtre. On peut faire la filtration par sélection, par attribut, par gestion de conf. On parlait de gestion de configuration chez Flying Wells. On peut faire aussi de la filtration volumique, ou tout simplement rappeler un filtre qui a été préalablement défini dans la plateforme. Donc ici, je vais venir l'appliquer. Dans un premier temps, je vais venir finir, je disais que c'était un filtre prédéfini, donc on va venir finir la définition de ce filtre-là.
Et puis, comme je disais tout à l'heure, le connecteur SAP, il a automatiquement mis à l'obsolète certaines données qui étaient initialement validées, parce qu'on ne veut surtout pas d'erreur de réutilisation de composants interdits. Donc, on va pouvoir baser notre filtre justement sur la combinaison de cet état de maturité obsolète et sur ce booléen qui permet de voir qu'on est sur des composants qui ne sont pas nécessairement respectueux de l'environnement. Et là, encore une fois de plus, on voit bien que notre définition de produit est filtrée, avec les 3 composants qui résultent de notre filtre. Donc je vois 3 composants obsolètes sur lesquels il va falloir que je prenne une décision en tant que directeur, bureau d'études, pour pouvoir venir apporter une modification. D'où la raison de la dernière étape, étape numéro 6, enclenchement d'un processus de modification. Et cette fois-ci, on verra dans le connecteur qu'on va pousser l'information depuis le PLM vers le système d'information ERP. C'est le change dont je parlais tout à l'heure. Tout à fait. On arrive là ici sur l'initialisation du change. Donc il y a plusieurs façons de créer du change dans la plateforme. On peut passer par des actions de modification, des ordres de modification et des demandes de modification. En fonction de votre besoin, on va pouvoir venir mettre la granularité qui va bien. Et puis quand on travaille sur des processus de modification, on vient permettre à des personnes dédiées de réaliser les modifications. Donc là, dans ce scénario, on va venir travailler sur un sous-assemblage, donc d'étriers de frein, sur lequel on a besoin d'apporter des modifications. Et pour pouvoir... une modification, ça peut être simplement amener une donnée à l'état validé, ça peut être aussi venir faire un remplacer par, ça peut être aussi créer des nouvelles évolutions. Okay. Donc là, pour Katia 3 d'expérience. Donc là, on va être sur la partie plus conception, donc on va venir apporter des modifications. Dans un premier temps, on va créer des évolutions pour l'assemblage complet et puis pour un sous-composant. Et on va, pour faire simple, on va effectuer un retrait de matière pour pouvoir apporter des modifications sur cet assemblage. À un moment donné, il va falloir dire au système que l'on a fini de faire les modifications, donc on va faire une sauvegarde bien sûr, et on va venir figer quelque part ces données temporaires. Pourquoi ? Parce que qui dit processus de modification dit forcément circuit d'approbation. Alors un circuit d'approbation dans la plateforme 3 d'expérience, ça peut être simplement une personne nommée qui vient approuver, ou alors on peut s'appuyer sur un workflow. Okay ? Parce que bien souvent, la modification entraîne l'approbation de différents directeurs services. Okay ? Une fois qu'on a fait ce travail-là, on va mettre en approbation. Et là, dans cet exemple, c'est moi-même qui viens approuver la modification, le design. Et donc, cette approbation a pour conséquence de venir pousser en automatique des informations dans SAP. Et donc, c'est ce qu'on va voir après. On va partir sur un double affichage où on va comparer justement les interfaces plateforme 3 d'expérience et SAP. Avant d'aller dans cette interface-là, effectivement, on va regarder le BI Essential. Alors pour ceux qui connaissent le BI Essential dans la plateforme, je sais qu'il y en a qui le connaissent dans la salle, on a intégré donc, dans cet utilitaire une nouvelle entrée qui s'appelle Zenith SAP et qui permet de voir par code de couleur l'état de synchronisation entre ce qui est actuellement affiché en session et ce qui est dans SAP. Okay. À présent, on va venir effectuer une transaction en SAP avec le Change Master, okay, donc qui est porté par l'identifiant Change Action de la plateforme. Et à ce moment-là, on va venir voir les informations qui en résultent côté SAP. Alors forcément, on va passer par différents onglets. On va aller voir déjà la partie matérielle. Donc on voit ici, effectivement, j'ai 2 éléments qui sont concernés. Effectivement, en termes de traçabilité, c'est ce que je retrouve dans le PLM. Le processus de change a bien tracé, qui avait eu 2 changements réalisés. C'est les 2 évolutions, l'évolution de l'assemblage de tête et l'évolution du disque en lui-même. Bon, bien sûr, on retrouve des informations propres au Material Master dans SAP. Et on va pouvoir aussi venir consulter la nomenclature au complet. On retrouve aussi les numéros SAP Material Master dans l'arborescence, dans la définition de l'affichage de l'arborescence 3D. Et on retrouve effectivement les mêmes éléments sur la partie de droite avec les nombres d'instances associés. Enfin,
une petite vue documentaire dans SAP. Je vous disais tout à l'heure, on peut pousser des formats dérivés depuis le PLM, parce qu'on sait les générer depuis le PLM. Donc on va pouvoir les transférer au bon moment, c'est toujours pareil, hein, ça se définit avec nos clients, à quel moment on veut pousser les informations dans les deux sens, et on va pouvoir retrouver cette partie donc visualisation en 3D, encore une fois de plus, pour tous les utilisateurs SAP qui n'ont pas nécessairement d'accès au monde plateforme 3D Experience. Okay. Donc en conclusion, je voudrais déjà vous remercier pour votre attention, pour cette partie un peu plus technique. Et j'espère que ça vous a permis de voir un petit peu comment notre solution Smart PLM permet de communiquer, d'échanger entre le monde du développement, donc à savoir la plateforme 3D Experience, et le monde de la production, donc SAP. Merci à vous.